La question que je viens vous poser, c'est: oseriez-vous tout dire à vos clients, à vos collaborateurs, à vos actionnaires? Dans le business, c'est un peu comme dans l'amour, hein. La sincérité, c'est une belle idée, mais ça fait un petit peu peur. Moi, je voudrais vous interroger sur le danger, sur le risque qu'on a à dire la vérité à nos consommateurs, à nos clients, à nos collaborateurs. Finalement, où est le risque? Et finalement, est-ce que ce n'est pas l'inverse, le risque? Est-ce que ce n'est pas les petits secrets cachés sous le tapis, les grosses omissions, les petites manipulations qui nous mettent en risque face à nos publics internes ou externes dans nos entreprises? Parce que le monde change. Alors j'enfonce une porte ouverte, le monde change très vite. L'histoire de la mort de Steve Jobs, communiquée en 1 minute sur l'ensemble de la planète, alors qu'il y a 300-400 ans, il fallait 3 semaines pour communiquer sur la mort du roi dans l'ensemble du territoire, ça nous interroge quand même sur ce qui est en train de se produire. Il est en train de se produire, j'enfonce une deuxième porte ouverte, un truc incroyable, c'est l'explosion du Web 2.0. Vous avez vu, on est là, on tweet et tout, j'y suis, t'y es. On est tous devenus un média. Et la disparition des grands médias traditionnels, des médias souverains, la grande presse, les grandes chaînes de télé hertziennes, nous ont amenés à la situation de ce monde qui communique dans tous les sens, avec du contenu partout. Mais cette révolution, elle s'accompagne aussi d'un élément très important, et heureusement, c'est l'hypervigilance de nos publics. Aujourd'hui, tous et toutes, on se doit d'être méfiants. Parce qu'on nous dit n'importe quoi. Moi, il y a un mot que j'aime bien répéter à l'envi, c'est qu'est-ce que c'est que ces conneries? Parce que quand on parle à nos consommateurs, quand nous, les publicitaires ou les communicants, on analyse vraiment ce que pensent les gens, 70% d'entre eux ne croient pas le discours des entreprises. 70% d'entre eux ne croient pas votre discours. Le bio, le commerce équitable, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Vous savez ça? Alors, je voudrais vous montrer 3 exemples de communication juste pour imager et pour pouvoir parler de qu'est-ce qu'on fait nous en communication de la sincérité, du vrai. Je voudrais commencer, et pourtant j'aime pas ça, je vais essayer de prendre mon machin. Je vais commencer par quelque chose d'assez négatif, c'est l'affaire KitKat. J'ai pas pris sur votre marché, j'ai été chercher ailleurs les exemples, mais j'en ai trouvé sur le marché de la cosmétique et du parfum. Mais la communication responsable, c'est jamais bon de l'aborder de façon négative et rentrer par la peur n'a jamais été le meilleur moteur pour amener les changements de comportement, vous le savez tous. Mais quand même, ce sujet-là est quand même assez génial parce qu'il prouve comment une grande entreprise comme Nestlé a réagi à la problématique de l'huile de palme dans la recette du KitKat. Alors, c'est un cas d'école, on le montre maintenant aux étudiants dans les écoles de commerce, je le partage avec vous. Je ne sais pas. Eh bien, ça marche. Ça marche tout seul ou je rappuie? Je rappuie. Avant que Greenpeace n'envoie cette arme fatale qui est ce film avec toute la machinerie marketing derrière, l'événementiel, ils sont allés voir Nestlé. Ils leur ont écrit, ils ont envoyé un dossier, ils ont demandé à les rencontrer en leur disant « Vous avez un problème de procurement sur l'huile de palme en Indonésie, on a 2 entreprises, on voudrait en parler avec vous. » Ils ont eu porte fermée. Ça, c'était la grosse erreur. Et c'est parce qu'il y a eu une porte fermée aux parties prenantes, ce qu'on appelle dans le développement durable les parties prenantes, que Greenpeace
a sorti ça, l'armada lourde. Mais en cas marketing, ce qui nous intéresse, c'est la réaction après. C'est-à-dire sur le web, ce qui s'est passé sur Facebook, sur Twitter, a été absolument incroyable. C'est-à-dire une déferlante de citoyens consommateurs s'adressant à Nestlé pour lui demandant de réagir. Et là, ça a été panique. Panique chez Nestlé, panique pour annoncer qu'ils allaient attaquer l'utilisation de leurs Lego, faire du juridique. Ils se sont enferrés. Finalement, ils ont enlevé le community manager qui a été dépassé. Et quelques semaines après, le communiqué de presse arrivait de Nestlé Corp pour dire qu'il modifiait le procurement de l'huile de palme en Indonésie. Il a fallu quelques semaines juste pour changer la recette. Ça, c'est un premier exemple. C'est pas le meilleur parce que il n'est que la preuve de l'autisme de certaines grandes entreprises et de certaines marques qui sont... Je réfléchis, je les ai comme clients, ou... je vais en prendre d'autres derrière. Mais ce qui nous intéresse particulièrement à observer avec vous, c'est terminé cette époque-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on échange très vite. Vous avez vu, même le format de cette conférence change. On est en train d'innover dans tous les sens. On sent profondément ce qui est en train de changer dans le monde. Et on attend des nouvelles du monde, partout, dans tout. Et nous, les communicants, il faut absolument qu'on accompagne et qu'on aide les entreprises à comprendre cette nouvelle attente. Parce que les gens veulent retrouver une confiance dans les messages qu'on leur délivre. Et il faut nous-mêmes qu'on soit capable de réincarner la promesse de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je fais des clins d'yeux à ceux qui ont parlé avant moi parce qu'on se renvoie la balle les uns les autres. Je me souviens d'un brief d'une grosse entreprise, c'est Tetra Laval. C'est un numéro 2 mondial. Ils font des machines-outils sur lesquelles on souffle des bouteilles en PET et des canettes d'aluminium. J'ai entendu le directeur marketing de cette boîte m'expliquer la progression énorme, la projection de l'installation de ces chaînes de fabrication des bouteilles, particulièrement de 25 centilitres, en Inde, au Brésil, en Chine, une croissance merveilleuse. Et je lui ai demandé à quel moment il pensait qu'il allait prendre le coup de râteau dans la figure, c'est-à-dire à quel moment il pensait qu'il allait être interpellé sur le problème de la bouteille en plastique, qui est le premier déchet dans la cuisine des consommateurs. C'est quoi ça ? Ça a été difficile pour eux de comprendre l'enjeu alors qu'il ne se présentait pas à eux. Je vais vous montrer ce qu'on a proposé de faire et comment aujourd'hui on communique avec cette marque. Now more than ever, the fate of the planet is in our hands. To protect it, we need to rethink the way we make things, and we need to face the fact that plastic will have a major impact on our future. Why? Because the PET resin used in most plastic bottles is principally composed of petroleum. Le plastique a un énorme impact sur l'environnement. C'est pas facile d'accoucher ça quand on fait ce métier-là, quand on est dans la plasturgie et que sur nos machines on souffle 1 milliard de bouteilles en plastique par an. Le plastique a un énorme impact sur l'environnement. Mais tout d'un coup, vous parlez avec les ONG, vous parlez avec les parties prenantes, les consommateurs ou les clients, puisque là il s'agit des grands clients, les PepsiCo, les Coca, les Nestlé Waters, etc. Vous écoutent et vous parlent différemment parce que vous partagez avec eux des enjeux, une vision et une vraie capacité à ne pas mettre sous le tapis les grosses problématiques qui se présentent à eux. Est-ce que quelqu'un s'occupe de la biodiversité avec cette mouche-là ? Mais je ne veux pas oublier notre histoire. À moi, mon métier de communicant et de publicitaire, c'est une histoire de création. C'est une histoire. On parlait du cerveau reptilien. C'est une histoire d'onirisme. C'est une histoire de désir, de créativité. Et il ne faudrait pas. Souvent, on nous soupçonne, nous, les quelques-uns qui avons avancé un peu plus vite sur le sujet de la responsabilité dans la communication, de vouloir tuer ça avec le réglementaire et le politiquement correct. Donc il nous faut amener cette émotion, cette capacité à entraîner les pionniers qui sont ici, et puis ceux qui sont derrière, parfois très très loin derrière. Il faut les capter, il faut leur dire que ça va faire envie, il faut leur montrer que ça donne de l'énergie aux entreprises, que ça irrigue les marques et le discours de l'entreprise, le discours corporate. Et malheureusement, c'est pas facile, parce qu'on a des gens qui sont pas forcément prêts à pouvoir franchir le pas, parce qu'ils ont leurs contraintes, parce que
l'entreprise est pyramidale et qu'elle n'est pas organisée pour bouger si vite. Et puis, pour finir, parce que je voulais trouver une petite conclusion un peu sympa, vous connaissez peut-être l'histoire du colibri, ce symbole du développement durable, cette petite légende amérindienne du petit oiseau là, qui, au-dessus de l'incendie de forêt, fait des allers-retours avec une goutte d'eau dans son bec, j'y pense aussi à cause de l'oiseau tout à l'heure, et à qui il y a un gros phacochère qui passe et qui lui dit « Mais sauve-toi, barre-toi, qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien. » Et lui, il dit « Oui, je sais, peut-être, mais je fais ma part. » Ouais. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'être venu, faire un tout petit peu ma part, en vous disant que la communication et le marketing, non, c'est pas la dernière roue du carrosse. Qu'on est là en amont, en avance de phase, pour parler de qu'est-ce qu'ils pensent les gens. Est-ce qu'ils pensent que tout ça, ce sont des conneries, ou est-ce qu'on peut vraiment s'interroger sur ce qu'ils attendent, les gens, dans vos produits, des nouvelles du monde? Et en tout cas, moi, je suis ravi de vous entendre peut-être tout à l'heure ou plus tard sur la façon dont vous prenez votre part. Je prends déjà beaucoup de plaisir à le faire. Merci beaucoup.